À la fin de sa vie, après avoir traversé le cancer en 2016, Jean d'Ormesson ne parle ni de peur ni de regret. Il sourit. Il plaisante. Alors que la mort s'approche, il continue de dire que la vie est belle. Comment un homme marqué par la guerre, la maladie et le pouvoir peut-il quitter ce monde sans colère, sans amertume, presque avec gratitude? Né le 16 juin 1925 à Paris, Jean d'Ormesson arrive au monde dans un univers où la culture, le langage et le pouvoir font partie du quotidien. Issu d'une famille aristocratique et intellectuelle, il grandit dans l'ombre feutrée de la diplomatie. Son père, haut fonctionnaire de l'État, l'initie très tôt à l'idée que les décisions importantes se prennent souvent dans le silence, loin des regards et des certitudes morales simples. Cette enfance forge chez lui une posture singulière, observer sans s'aveugler, comprendre sans juger trop vite. Son parcours scolaire confirme cette trajectoire d'élite. L'école normale supérieure n'est pas seulement un lieu de formation, mais un laboratoire de pensée. d'Ormesson y apprend à manier les idées comme des instruments souples, jamais comme des dogmes. La philosophie, l'histoire et la littérature deviennent pour lui des moyens d'interroger le monde plutôt que de l'expliquer définitivement. Très tôt, son style se dessine, élégant, accessible, mais toujours traversé par une intelligence inquiète. Sa carrière s'impose progressivement dans le paysage intellectuel français. Écrivain prolifique, journaliste reconnu, essayiste attentif aux grandes questions métaphysiques, il devient une voix familière du débat public. En 1973, son élection à l'Académie française consacre cette reconnaissance. Il entre dans le cercle fermé des « immortels », gardiens symboliques de la langue française. Pour beaucoup, cette distinction marque l'aboutissement d'une vie. Pour lui, elle reste un honneur, jamais un piédestal. La consécration ultime survient en 2015, lorsque ses œuvres sont publiées dans la bibliothèque de la Pléiade alors qu'il est encore vivant. Ce privilège rarissime le fait basculer du statut d'écrivain reconnu à celui de monument national. Les médias s'emparent de son image. Jean d'Ormesson devient le visage souriant de l'intelligence française. Un homme spirituel, courtois, toujours prêt à plaisanter. Un vieil écrivain qui parle de la vie avec légèreté, presque avec joie. Dans l'espace public, il incarne une forme de sagesse rassurante. Il semble aimer la vie sans réserve, accepter le temps qui passe sans amertume. Cette image séduit, apaise, rassure. Elle donne l'impression qu'il existe une manière élégante de traverser l'existence sans être brisé par elle. Mais cette représentation est incomplète. Le public voit la lumière, rarement ce qui la rend possible. Derrière le sourire et l'humour, il y a une architecture intérieure patiemment construite. Une conscience aiguë de la violence de l'histoire, de la fragilité humaine, de la cruauté du monde. Jean d'Ormesson n'est pas un homme naïf qui aurait échappé au tragique. Il est un homme qui a appris à vivre avec lui, sans se laisser dévorer. Le monument que la France admire n'est donc pas fait que de gloire et d'élégance. Il repose sur une discipline intérieure, une lucidité constante et un choix assumé. Regarder la vie telle qu'elle est, et malgré tout, décider de l'aimer. L'adolescence de Jean d'Ormesson se déroule dans l'un des moments les plus sombres du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale n'est pas pour lui une abstraction historique, mais un climat permanent, une pression diffuse qui pèse sur chaque geste, chaque pensée. Être jeune à cette époque, ce n'est pas seulement grandir trop vite. C'est apprendre très tôt que le monde peut basculer sans prévenir, et que les certitudes morales les plus solides se fissurent sous la violence de l'histoire. L'Europe qu'il découvre n'est pas un continent de nuances. Elle est déchirée, brutalement partagée entre deux pôles antagonistes. D'un côté Hitler, de l'autre Staline. Deux systèmes totalitaires, deux visions du monde fondées sur la force, la peur et l'écrasement de l'individu. Pour un jeune homme de sa génération, il n'existe pas de troisième voie confortable. Refuser de choisir n'est pas une option. Le simple fait de vivre impose une position, un camp, une décision. C'est là que se forme l'un des noyaux de sa pensée. Jean d'Ormesson comprend très tôt que certaines périodes de l'histoire ne proposent pas de choix justes, seulement des choix nécessaires. Il observe autour de lui des amis, des connaissances, parfois des proches, prendre des directions opposées. Certains survivront. D'autres seront fusillés, emprisonnés, brisés à jamais. Ces destins divergents, souvent déterminés par quelques décisions prises dans la peur ou l'urgence, laissent en lui une trace profonde. De cette expérience naît un rejet définitif de la nostalgie facile. Plus tard, lorsqu'on lui répétera que le passé était plus simple, plus pur, plus humain, il répondra sans hésitation « ce n'était pas mieux avant ». Cette phrase n'est pas une provocation. C'est un constat forgé dans la chair de l'histoire. Le passé, pour lui, n'est ni un refuge ni un âge d'or. Il est traversé par la même cruauté, la même injustice, la même brutalité que le présent.
Ces années de formation façonnent chez lui un regard sans illusion sur le cours du monde. Il ne croit pas au progrès linéaire, ni à l'amélioration naturelle de l'humanité. Il sait que la barbarie peut ressurgir à tout moment, sous des formes nouvelles, parfois plus sophistiquées, mais jamais moins violentes. Cette lucidité n'engendre pourtant ni cynisme ni désespoir. Elle devient au contraire d'une discipline intérieure. Face à un siècle qui force les individus à choisir entre des maux irréconciliables, Jean d'Ormesson développe une méfiance durable envers les idéologies absolues. Il se détourne des certitudes qui promettent le bonheur collectif au prix du sacrifice humain. À la place, il choisit une fidélité plus discrète, celle à la complexité, au doute, à la fragilité de l'homme. Cette confrontation précoce avec la tragédie historique lui enseigne une leçon fondamentale. La souffrance n'est pas une anomalie de l'existence. Elle en est une composante structurelle. La vie n'a jamais été douce par défaut. Comprendre cela, pour lui, ne signifie pas renoncer à la joie. Cela signifie simplement refuser de la fonder sur l'oubli ou le mensonge. Après la guerre, la vie de Jean d'Ormesson entre dans une phase d'élan et de construction. Le chaos de l'histoire recule, sans jamais disparaître complètement, et laisse place à une période où l'écriture devient un espace possible, presque naturel. Il écrit beaucoup. Il publie régulièrement. Les livres s'enchaînent sans heurts, portés par une langue claire, élégante, immédiatement reconnaissable. Le succès arrive tôt, mais il ne se manifeste pas par des scandales ni des ruptures spectaculaires. Il s'installe doucement, comme une évidence. Dans le paysage littéraire français de l'après-guerre, Jean d'Ormesson occupe une place singulière. Il n'est ni un écrivain maudit ni un provocateur. Il ne cultive pas la posture de la souffrance. Au contraire, ses textes respirent une forme de légèreté maîtrisée, un goût assumé pour la vie, pour l'intelligence joyeuse, pour la conversation. Cette tonalité le rend populaire auprès d'un large public, mais suscite aussi une réserve persistante dans certains cercles critiques. Très vite, une étiquette s'impose. On lui reconnaît du talent. On salue son charme, son esprit, son aisance. Mais on lui reproche en creux une absence, celle du tragique. Dans une tradition littéraire française marquée par la douleur, la transgression ou la noirceur existentielle, d'Ormesson apparaît comme un écrivain trop heureux, trop équilibré, presque suspect, comme si la joie disqualifiait la profondeur. Cette perception atteint son point de cristallisation dans une phrase restée célèbre, prononcée par l'écrivain Bernard Franck. Une phrase simple, brutale, sans détour, « Tu ne seras jamais un grand écrivain, tu n'as pas été assez malheureux ». Pour Jean d'Ormesson, ce n'est pas une pique mondaine. C'est un choc. Une remise en question directe, presque intime. L'idée s'insinue que la souffrance serait une condition nécessaire à la grandeur littéraire. Cette remarque le poursuit longtemps. Elle ouvre une faille silencieuse dans une trajectoire pourtant harmonieuse. Il commence à s'interroger, non sur son succès, mais sur sa légitimité. Peut-on comprendre le monde sans être brisé par lui? Peut-on parler de la condition humaine sans avoir connu le désespoir absolu? Derrière ces questions se cache une inquiétude plus profonde. Le bonheur rend-il aveugle? Jean d'Ormesson refuse cependant de transformer ce doute en posture artificielle. Il ne cherche pas la douleur pour se conformer à une attente esthétique. À la place, il observe. Il réfléchit. Il interroge la nature même du tragique. Peut-être, se dit-il, que la véritable épreuve n'est pas de souffrir, mais de regarder la souffrance en face sans s'y dissoudre. Peut-être que l'intelligence ne réside pas dans l'accumulation des blessures, mais dans la capacité à les comprendre, à les situer, à leur donner un sens sans en faire un spectacle. Cette période lumineuse de sa vie n'est donc pas une parenthèse naïve. Elle est un laboratoire intérieur. Derrière l'apparente facilité, un travail silencieux s'opère. Jean d'Ormesson apprend à assumer une position inconfortable, celle d'un homme qui sait que la vie est dure, mais qui refuse de la réduire à la douleur. Il comprend que la joie peut être une forme de résistance, non contre le tragique, mais contre sa tyrannie. Le succès sans drame, loin de l'appauvrir, devient alors une épreuve subtile. Il l'oblige à définir sa propre idée de la profondeur. Non pas celle qui s'impose par le cri ou la noirceur, mais celle qui se construit dans la lucidité, l'élégance et un refus obstiné de céder à la fascination du malheur. En 2016, la trajectoire apparemment maîtrisée de Jean d'Ormesson se brise soudainement. Le diagnostic tombe, froid, impersonnel, le cancer. À cet âge où la vie semble déjà derrière soi, la maladie n'a rien d'un symbole littéraire. Elle est une réalité physique, invasive, qui impose son rythme et ses règles. Les journées se déplacent des salons feutrés et des plateaux de télévision vers les couloirs blancs de l'hôpital. Le temps se contracte, se fragmente, se mesure désormais en examen, en attente, en silence.
Il passe de longs mois hospitalisé. Le corps, longtemps docile, devient imprévisible. La fatigue s'installe. La dépendance aussi. Pour un homme habitué à la parole, à la pensée libre, à l'autonomie intellectuelle, cette perte de contrôle est une expérience radicale. Les médecins parlent en probabilité. À un moment, la possibilité de ne pas s'en sortir est clairement évoquée. La mort cesse d'être une abstraction philosophique. Elle devient une option médicale. Dans cette vulnérabilité imposée, Jean d'Ormesson observe. Fidèle à lui-même, il ne dramatise pas, mais il n'idéalise rien non plus. Il découvre d'abord la qualité du système médical français. La compétence, l'engagement, la patience des soignants. Une mécanique collective impressionnante, souvent invisible, qui fonctionne dans l'ombre pour maintenir des vies debout. Il parle de reconnaissance, de gratitude, sans emphase, mais avec une sincérité rare. Pourtant, la leçon la plus profonde ne vient pas de sa propre souffrance. Elle vient de celle des autres. Dans les chambres voisines, dans les salles d'attente, il croise des existences brisées bien avant la maladie. Des hommes et des femmes plus jeunes, plus seuls, plus démunis. Des patients sans voix publique, sans livres publiés, sans reconnaissance. Il comprend alors que sa douleur, si réelle soit-elle, est entourée de protection. Beaucoup n'ont rien de tout cela. Cette prise de conscience marque un basculement intérieur. Jusqu'ici, Jean d'Ormesson avait traversé la vie armé d'intelligence, de culture, d'humour. Face à la maladie, ses armes ne disparaissent pas, mais elles ne suffisent plus. Quelque chose d'autre doit prendre le relais. Il découvre une forme d'attention nouvelle, tournée vers l'extérieur. Non plus seulement comprendre le monde, mais ressentir la vulnérabilité commune. Il met des mots sur cette transformation avec une précision qui lui est propre. Selon les vocabulaires, dit-il, on appelle cela différemment. Les communistes parlent de solidarité. Les bouddhistes évoquent la compassion. Les chrétiens utilisent le mot charité. 3 traditions, 3 langages, une même réalité. Reconnaître que la souffrance d'autrui nous concerne, même lorsqu'elle ne nous touche pas directement. Cette expérience ne le rend ni amer ni plaintif. Elle approfondit sa vision. Il comprend que l'intelligence sans empathie reste incomplète. Que la lucidité sur le monde, si elle ne s'accompagne pas d'une attention aux plus fragiles, peut devenir une forme de confort moral. La maladie l'arrache à cette tentation. Elle le force à descendre du point d'observation pour entrer dans une communauté de destin. Dans ce face-à-face prolongé avec la fragilité, Jean d'Ormesson ne perd pas son goût pour la vie. Mais ce goût change de nature. Il devient moins brillant, moins mondain, plus silencieux. Il n'est plus seulement affaire de bonheur personnel, mais de responsabilité partagée. Être vivant, comprend-il, n'est pas seulement une chance. C'est aussi une dette envers ceux qui souffrent davantage. Lorsqu'il sort de l'hôpital, guéri contre toute attente, il n'en fait pas un récit héroïque. Il parle d'un apprentissage, d'une traversée qu'il a déplacée intérieurement. La maladie n'a pas détruit son regard lumineux sur l'existence. Elle l'a assombri juste assez pour lui donner de la profondeur. Et dans cette zone intermédiaire, entre la joie et la conscience aiguë de la douleur, se forge une sagesse nouvelle, plus grave, mais aussi plus humaine. À ce stade de sa vie, Jean d'Ormesson ne détourne plus le regard. La mort n'est ni un scandale, ni une tragédie à venir. Elle est là, présente, inscrite dans l'ordre des choses. Il en parle sans tremblement, sans pathos, avec une simplicité presque désarmante. Il n'y a chez lui ni panique ni lamentation. Seulement une lucidité calme. Sa formule revient souvent, comme une évidence longtemps mûrie, on meurt parce qu'on est né. Pour lui, cette phrase ne relève pas du pessimisme. Elle décrit un fait brut. Naître, c'est signer un contrat silencieux avec la mort. Dès le premier jour, la fin est incluse. Refuser cette vérité, c'est se condamner à vivre dans l'illusion ou la peur. L'accepter, au contraire, libère. Ce rapport apaisé à la finitude ne s'est pas construit d'un coup. Il est le résultat d'une vie passée à observer l'histoire, la maladie, la fragilité humaine. Après avoir vu des hommes mourir jeunes à cause de la guerre, après avoir senti son propre corps faillir, il ne reste plus beaucoup d'espace pour les faux drames. La mort cesse d'être une ennemie. Elle devient une donnée. Jean d'Ormesson ne se présente pas comme un croyant assuré. Il se définit plutôt comme un agnostique habité par l'espérance. Il ne sait pas si Dieu existe. Il doute, ouvertement, sans honte. Mais il ajoute aussitôt qu'il espère que Dieu existe. Non par confort personnel, mais par souci de justice. Si rien ne survit, si tout s'arrête, alors le monde est trop dur. Trop inégal. Trop cruel pour être accepté sans réserve. Cette espérance n'est pas une certitude religieuse. C'est une position morale.
Une manière de refuser que la brutalité et la ruse soient toujours récompensées, que les plus honnêtes et les plus modestes disparaissent sans trace. Espérer Dieu, pour lui, c'est espérer que le réel ne se limite pas à ce que l'on voit. Que quelque chose échappe à la logique implacable de la force. Le véritable point de rupture n'est donc pas la peur de mourir. C'est le renoncement définitif à l'illusion d'immortalité. Jean d'Ormesson accepte pleinement que la vie soit courte, finie, irréversible. Cette acceptation ne l'écrase pas. Elle l'allège. Elle lui permet de regarder chaque jour comme un surplus, non comme un dû. À cet endroit précis, la sagesse prend une forme nette. Il ne s'agit plus de comprendre davantage, ni d'expliquer le monde. Il s'agit de consentir. Consentir à la limite. Consentir à la disparition. Et dans ce consentement, paradoxalement, Jean d'Ormesson trouve une paix qui ne nie ni la douleur ni l'injustice, mais qui refuse de leur donner le dernier mot. À mesure que la fin se rapproche, Jean d'Ormesson se montre de plus en plus ironique à l'égard de ce que l'on appelle l'immortalité. Il sourit lorsqu'on évoque l'Académie française, ce titre des immortels, qui impressionne tant de l'extérieur. Pour lui, cette immortalité institutionnelle tient presque de la plaisanterie. Une fiction respectable, certes, mais une fiction tout de même. Les honneurs passent. Les fauteuils se remplissent et se vident. La langue, elle, continue sa route, indifférente aux médailles. C'est alors qu'il formule l'une de ses confessions les plus nettes, presque provocantes par leur simplicité. Il affirme qu'il préférerait 1000 fois avoir 2000 lecteurs, 20 ans après sa mort, plutôt que 200 000 de son vivant. La phrase surprend dans un monde obsédé par l'audience immédiate, par les chiffres, par la visibilité. Elle choque même certains. Mais elle révèle une conception radicalement différente de la réussite. Pour Jean d'Ormesson, la littérature n'est pas une forme de pouvoir. Elle ne sert ni à dominer, ni à imposer une vision, ni à laisser son nom gravé dans le marbre des institutions. Le pouvoir attire le bruit. La littérature véritable, elle, travaille dans le silence. Elle agit lentement, à distance, parfois longtemps après la disparition de celui qui l'a écrite. Écrire, selon lui, consiste à laisser une trace fragile dans la conscience d'autrui. Une phrase qui revient, des années plus tard. Une idée qui accompagne un lecteur sans se montrer. Une émotion discrète qui ressurgit au détour d'un moment ordinaire. C'est là que se joue la seule immortalité qui vaille. Non pas dans la reconnaissance officielle, mais dans la persistance intime. Cette révélation finale n'a rien d'un reniement. Elle éclaire rétrospectivement toute son œuvre. Jean d'Ormesson n'a jamais écrit pour conquérir. Il n'a jamais cherché à faire taire ses contemporains. Il a écrit pour converser avec des lecteurs qu'il ne connaîtrait jamais. Des lecteurs futurs, anonymes, silencieux. Dans cette perspective, la mort ne constitue pas une fin brutale. Elle devient une transition. Le moment où l'auteur s'efface pour laisser le texte vivre seul. Jean d'Ormesson accepte cette disparition sans amertume. Il sait que s'il doit rester quelque chose de lui, ce ne sera ni un titre ni un honneur, mais une voix douce, encore lisible, dans le silence de demain. Le 5 décembre 2017, à Neuilly-sur-Seine, Jean d'Ormesson s'éteint à l'âge de 92 ans. Sa disparition ne provoque ni fracas ni rupture. Elle ressemble à sa vie, discrète, élégante, sans excès. Il part sans amertume, sans régler de compte, sans laisser derrière lui le goût de l'inachevé. Rien ne semble pressé. Rien n'est arraché. Il laisse une œuvre, bien sûr. Mais surtout une attitude face à l'existence. Jean d'Ormesson n'a jamais prétendu que la vie était facile. Il savait qu'elle est dure, souvent injuste, parfois cruelle. Il l'avait vue à l'œuvre dans l'histoire, dans la maladie, dans la fragilité humaine. Pourtant, il refusait d'y voir une condamnation. Pour lui, la difficulté n'annule pas le sens. Elle en est la condition. La leçon qu'il transmet est simple, presque désarmante. Le bonheur ne consiste pas à nier la tragédie. Il ne naît pas de l'oubli ni de l'aveuglement. Il réside dans un choix plus exigeant, ne pas laisser la souffrance confisquer la capacité d'aimer la vie. Continuer à s'émerveiller malgré tout. Regarder le monde sans illusion, mais sans haine. En quittant ce monde, Jean d'Ormesson ne ferme pas une porte. Il laisse derrière lui une invitation silencieuse. Accepter la finitude. Accueillir la joie quand elle se présente. Et comprendre qu'aimer la vie, même imparfaite, est peut-être l'acte le plus lucide qui soit.